nous allons recevoir Roxane Lundy qui fait partie de l'Union de gauche et qui a bien voulu accepter notre invitation pour cette émission. Roxane Lundy, bonjour. Bonjour. Bon, ça va, on est bien? On est très très bien. On est bien accueillis. Mon verre d'eau, je suis très bien accueillie. Bon, c'est bah, parfait, merci beaucoup. Alors, je vous explique le principe. Pendant 10 minutes, vous allez pouvoir vous présenter votre liste et votre projet. La deuxième partie, ça sera la question des auditeurs. Et enfin, la troisième partie, la question de vos adversaires. Vous êtes prêtes? Parfait. Eh bien, on y va avec la première partie. Pour cette première partie, Roxane, si vous allez avoir la parole pendant 10 minutes, vous pouvez vous présenter votre liste et présenter les différents projets que vous proposez pour la ville de Beauvais. Merci beaucoup. Bien, donc je suis Roxane Lundy, candidate pour la gauche et les écologistes, toute la gauche et tous les écologistes pour les élections municipales. Et donc on a fait ce rassemblement qui est inédit depuis de nombreuses années à Beauvais et nous sommes aujourd'hui en mesure de proposer une alternative pour notre ville et de l'emporter. Et je pense que c'est essentiel de repréciser toujours que ce rassemblement, il est au service de l'intérêt des Beauvaisiennes et des Beauvaisiens. Alors c'est une grande fierté pour moi que de mener ce rassemblement à la tête d'une équipe qui est une équipe formidable de personnes engagées, qui sont des personnes qui peuvent s'engager dans des associations, dans des partis politiques pour certains, mais pas tous. Donc plus de la moitié ne se sont jamais engagés en politique auparavant. Et avec aussi des figures d'engagement qui depuis des années militent sur Beauvais pour essayer de changer les choses et pour essayer tout simplement de faire vivre la transition écologique et de faire vivre le respect de la dignité et la lutte contre les inégalités dans notre ville, comme Thierry Horry qui est en numéro 2 ou encore Dominique Lincmailly qui est responsable d'Europe Écologie Les Verts et qui bataille au quotidien pour développer les circuits courts dans notre ville. Donc très heureuse d'être à la tête de cette équipe diverse qui est finalement à l'image de toutes les Beauvaisiennes et de tous les Beauvaisiens. Donc nous, notre volonté, notre raison d'être aujourd'hui de ce rassemblement, c'est celui finalement de remettre au cœur des politiques publiques et des décisions qui sont prises par la mairie, la proximité humaine et la protection de la planète. Et j'insiste sur cet aspect qui finalement a été trop souvent délaissé lors de ce dernier mandat et je pense que nous pouvons de nouveau privilégier au béton coûteux des grands travaux bien la proximité humaine et la préservation de notre environnement. Et ça n'est pas moi qui le dis, c'est vous, c'est les Beauvaisiennes et les Beauvaisiens, puisqu'on a fait un cycle incroyable de co-construction de notre projet, le plus grand cycle vraiment jamais réalisé de démocratie participative pour construire ce projet avec de longs mois de réunions participatives, des réunions avec des experts aussi qui sont venus nous apporter un éclairage sur des problématiques en particulier, comme ça a été le cas par exemple sur la transition écologique avec Audrey Pulvar, qui donc a été présidente d'une fondation pour la protection de l'environnement et qui est venue nous parler de ce qu'elle avait défendu, ou encore Laurent Muccelli, qui est tout simplement un expert des questions de sécurité, ou encore, je les cite parce que en plus nous sommes dans une période où le sujet est quand même très abordé sur la question de la protection et de la santé, avec Françoise Sivignon qui a été présidente de Médecins du Monde, ou encore Guillaume Bonnet qui était adjoint à la santé à Amiens, qui sont venus aussi nous éclairer sur ce qu'on pouvait faire au niveau d'une mairie comme celle de notre ville. Finalement, tout ce cycle de co-construction avec plus de 10 000 portes frappées, alors maintenant on a frappé à presque toutes vos portes, pour celles et ceux qu'on n'a pas encore vus, nous arrivons bientôt, je vous rassure, mais en tout cas, toutes ces discussions ont abouti au même constat, celui de dire qu'aujourd'hui nous avons le devoir de remettre la protection de l'environnement au cœur. Pourquoi ? Parce que nous sommes face à un changement climatique et un dérèglement climatique qui nous oblige tous collectivement. Je considère qu'on a une responsabilité politique même, et qu'être maire de Beauvais, c'est aussi préparer dès maintenant les grands changements qui sont ceux qui s'annoncent, et faire en sorte que notre ville puisse devenir un îlot de fraîcheur, voilà, un îlot de préservation de la biodiversité face aux attaques de ce dérèglement climatique. Donc nous avons pris plusieurs mesures fortes en ce sens, avec une première annonce qui était la création tout simplement d'une légumerie pour arriver au 100% bio et 50% de produits locaux dans nos cantines pour nos générations futures et pour faire en sorte de protéger la santé de toutes et tous, et notamment des plus petits et de nos aînés, puisque les résidences personnes âgées, les agents municipaux et les cantines scolaires seront concernés par une telle proposition et une telle mesure qui est un engagement fort de la part d'une municipalité. Une mesure aussi en termes de revégétalisation et de protection de la biodiversité, c'est la promesse faite de bâtir et de planter
un arbre pour chaque petit Beauvaisien qui naît, avec un symbole, celui de la promesse que nous faisons aux générations futures, de bâtir donc des îlots de fraîcheur, notamment dans les cours d'école, parce qu'on a pu voir encore cet été avec la canicule que nous étions trop peu préparés à ces grands changements qui sont en train de s'annoncer et à la protection de nos aînés et des plus jeunes. Donc pour nous, ce sont des marqueurs importants. Alors je leur précise, mais vraiment, nous avons notre pacte pour l'avenir de Beauvais et toutes nos propositions en matière de transition écologique, il y en a vraiment beaucoup, parce qu'aujourd'hui c'est un sujet grave et sérieux et qu'il ne faut pas se contenter de faire des effets d'annonce, comme peut le faire Madame Cayeux, notamment sur la place Jeanne Hachette, qu'elle veut maintenant revégétaliser après l'avoir bétonnée il y a à peine quelques années. Je pense que le mieux, c'est de juger sur les actes et sur les convictions et sur la sincérité des engagements depuis des années. C'est le cas pour mon équipe. Le deuxième point et le deuxième engagement, pilier finalement de la politique municipale, c'est ce que nous devons faire aujourd'hui sur la protection de la dignité, des solidarités et en toute transparence, parce que, je le redis, mais Beauvais aujourd'hui c'est Beauvais pour quelques-uns d'une certaine manière. Il y a trop de personnes encore qui ne sont pas concernées par les politiques de solidarité et qui, dans notre ville, derrière les effets d'annonce, derrière les discours, vivent des situations qui sont de véritables drames humains. Encore hier, nous étions en maraude, devant la gare, tard le soir, et je peux vous dire que quand on voit les situations humaines auxquels sont confrontés en fait les bénévoles qui s'engagent au quotidien et tous les vendredis soirs qui viennent pour venir en aide aux plus démunis, on se dit qu'il y a un vrai travail à faire sur notre ville où, il faut le rappeler, plus de 25% de la population est sous le seuil de pauvreté. Voilà, donc ça c'est une vraie obligation, un vrai devoir politique que nous avons d'y répondre. Et donc la protection de la santé de nos aînés et des plus jeunes, c'est aussi toute cette politique de protection que nous voulons mettre en œuvre, avec donc sur la santé des engagements forts, notamment la création d'un centre municipal de santé et de prévention au niveau local, dans le centre-ville, pour faire en sorte aussi de se prémunir contre la désertification médicale, parce qu'il y a encore des médecins qui vont partir à la retraite, beaucoup peuvent vous en parler, à Saint-Jean par exemple, et aujourd'hui nous avons un vrai manque de médecins sur la ville, et que là on touche aux questions de solidarité en toute transparence, et finalement à nos besoins du quotidien. Un troisième sujet qui me tient beaucoup à cœur, parce que beaucoup en parlent, c'est finalement aujourd'hui la priorité jeunesse et les politiques éducatives. Beaucoup des enfants dans notre ville ne partent plus en classe découverte. La ville a baissé le financement des jours financés pour les classes découvertes, et donc nous avons des enfants qui sont dans des établissements vétustes, pour certains, qui sont en manque de moyens. Tous les personnels soignants et éducatifs nous font part de leurs problématiques, mais alors les personnels éducatifs nous disent aussi qu'ils sont dans des situations alarmantes. Et donc nous devons remettre la priorité jeunesse au cœur de la politique municipale, et c'est ce que nous voulons faire, notamment avec une priorité portée pour la réussite éducative. Alors bien sûr, parce que c'est un sujet central, c'est aussi comment est-ce qu'on recrée du commun dans notre ville et ces moments de partage. Et donc la question du centre-ville est centrale. Notre centre-ville est en train de mourir. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est l'intégralité des commerçants, c'est l'intégralité des Beauvaisiennes et des Beauvaisiens qui sentent bien que le cœur de ville, aujourd'hui, n'est plus un poumon attractif. Nous avons des projets structurants, notamment le fait de recréer finalement une halle semi-couverte végétalisée sur la place des Halles, tout en maintenant le stationnement, parce que c'est aussi un vrai enjeu pour beaucoup aujourd'hui, mais qui permettent de réouvrir le samedi toute la journée le marché pour aussi recréer des pôles d'attractivité dans notre centre-ville. Donc ça, c'est une mesure forte, ainsi que la gratuité de 2 heures de stationnement donc dans le centre-ville. Et j'insiste sur un dernier point, mais le fait de transformer le site de l'ancienne prison en un vrai pôle d'attractivité et de dynamisme pour les associations, pour la jeunesse, et puis pour les entreprises aussi, parce que nous avons des sujets. Je parle pas de tous les sujets parce que je pense qu'on va pouvoir en discuter, on est là pour ça. On va en discuter, voilà. bien sûr. Mais donc je me permets quand même en teasing d'en parler parce que ce sont des sujets importants. Mais aujourd'hui, la transformation de ce site de l'ancienne prison en un lieu véritablement attractif avec des chambres d'auberge de jeunesse, des locaux associatifs, des locaux pour des entreprises qui seraient amenées à se développer, des boutiques éphémères en centre-ville. Tout ça, c'est aussi le fait de recréer du dynamisme et de l'envie de venir dans notre cœur de ville. Et ça, c'est essentiel dans un moment où les quartiers sont pour beaucoup repliés sur eux-mêmes, aussi liés au manque de mobilité que nous avons dans la ville, avec un réseau de bus qui a été complètement chamboulé. Plus de 40 arrêts de bus ont été supprimés quand même. Et donc, non seulement il faut payer le bus, mais en plus de ça, vous avez un réseau qui n'est pas du tout à la hauteur des enjeux pour pouvoir l'utiliser au quotidien. Donc nous voulons aussi mettre le paquet sur la mobilité avec un plan 100% vélo.
c'est-à-dire le fait de pouvoir avoir un réseau de pistes cyclables continu, cohérent et sécurisé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et avoir un réseau de bus rénové avec la gratuité des transports en commun, parce qu'à Dunkerque, ça a permis de doubler l'affluence dans les transports en commun, et avec, bien sûr, une extension des horaires et du réseau de manière plus générale pour qu'il corresponde aux besoins. Donc tout ça, nous allons le co-construire avec les Beauvaisiennes et les Beauvaisiens. Je pense qu'il y a plusieurs questions dont on va pouvoir parler au fur et à mesure de cet échange. On va bientôt parce parler. que voilà, je dois être courte, notamment sur les questions de sécurité, d'emploi, qui sont des sujets centraux. Bien sûr, mais c'est vrai que sur la sécurité aussi, voilà, c'est un sujet central, j'en dis juste un mot, mais la présence humaine. Encore une fois, il y a les effets d'annonce et il y a les actes. La disparition, la suppression du commissariat de police nationale à Argentine a eu des effets concrets sur l'insécurité, notamment dans le quartier, mais sur la ville de manière générale. Donc aujourd'hui, on ne faut pas mentir. Chacun son job. La police municipale doit redevenir une police de proximité et être au cœur de chaque quartier, se déplacer, être accessible, pouvoir être sollicité avec une police nationale renforcée dans toute la ville. Et là, c'est une bataille qu'il faut aller mener. Et aussi, c'est tous ces engagements que nous prenons et sur lesquels nous travaillons depuis des mois avec les Beauvaisiennes et les Beauvaisiens qui font qu'aujourd'hui, pour la première fois, nous avons une alternative qui est capable de tourner la page. Et nous allons tourner la page de ce dernier mandat dont beaucoup nous disent qu'il a déçu. Voilà, il y avait beaucoup d'espoir qui avait été suscité par Madame Cayeux. Et aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de déception, parfois de colère, ou simplement une envie de renouvellement pour remettre le dynamisme, la solidarité, la transition écologique et l'attractivité au cœur de notre politique municipale. Je crois que quand on appelle notre liste Beauvais osons l'avenir, c'est un message fort qui est envoyé, celui de recréer les conditions de la confiance en l'avenir et de véritablement remettre l'humain et la planète au cœur des priorités. Voilà, promis, j'arrête là. Voilà, là c'est bon, j'ai laissé un petit peu plus, j'ai été sympa. Merci beaucoup, c'est très gentil. Mais alors, du coup, par rapport à ce que vous avez dit, j'ai noté quelques questions. Vous avez demandé l'avis aux Beauvaisiens. Alors, ça a pris combien de temps, ça? Parce qu'ils sont quand même plus de 55 000, presque 60 000, entre 55 000 et 60 000. Ça a pris combien de temps? Ça a pris beaucoup de temps. Vous avez pu voir d'ailleurs que nous avons fait une campagne qui est une campagne qui a commencé en fait assez tôt, je dirais, d'une certaine manière, parce que très vite nous avons senti le besoin d'inclure les Beauvaisiennes et les Beauvaisiens et de pas faire finalement une énième démarche qui ne concernerait que les personnes qui s'intéressent d'ores et déjà à la politique. Et c'est aussi ça aujourd'hui la force de notre équipe, c'est qu'on a ramené finalement dans notre équipe des personnes qui il y a un an n'auraient pas imaginé être candidats pour les élections municipales et qui aujourd'hui sont prêts, sont des personnes d'expérience, sont des personnes de qualité et qui en fait, parce que nous avons lancé très rapidement dès l'été dernier une première consultation des Beauvaisiennes et des Beauvaisiens sur les priorités municipales, nous a permis en fait très rapidement aussi de lancer un grand cycle de co-construction. Donc je vais vous donner quelques chiffres. 3 mois de rendez-vous participatifs et de réunions d'appartements, puisque nous avons une innovation, c'est que sur notre site internet de campagne, n'importe qui pouvait faire une demande de réunion d'appartement et que ça m'a permis aussi d'aller à la rencontre de personnes qui jusqu'ici ne se sentaient pas spécialement concernées, n'avaient jamais participé à de réunions politiques. Donc vraiment ce grand cycle, nos rencontres avec des experts et des personnalités nationales et locales et régionales engagées sur des thématiques en particulier pour avoir un projet crédible et sérieux, parce qu'aujourd'hui nous sommes prêts, et j'insiste sur ce sujet, nous avons travaillé un projet qui est un projet crédible. Alors nous avons eu des propositions qui étaient de belles propositions, qui auraient mérité qu'on travaille plus, même sur certaines, voilà, parce qu'elles étaient vraiment de très grande qualité, d'une très grande créativité aussi, et c'est aussi la force du collectif. Moi je crois beaucoup en l'intelligence collective, vous savez c'est ce qu'on dit toujours, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, j'y crois beaucoup. Et il y a des propositions que nous n'avons pas retenues parce que nous ne pouvions pas les financer, parce que ça n'était pas des priorités identifiées dans un projet sérieux. Donc ces réunions qui ont eu lieu, plus nos réunions collaboratives qui étaient tous nos lundis du projet, ont permis véritablement de faire émerger dans cette intelligence collective beaucoup de propositions qui du coup correspondent aux attentes. Le premier des experts, c'est le citoyen. Et le lundi, c'était voulu, je suppose. J'attendais à ce qu'on me la fasse. Il fallait la faire. Alors, deuxième question, on va faire très vite, j'en ai encore deux. La deuxième question, ça va être par rapport aux arbres que vous avez parlé sur la place Jeanne Hachette. Actuellement, il y a toujours des arbres finalement. Vous les avez comptés ?
Est-ce que vous les avez vus, les arbres de la place Jeanne-Hachette par rapport... Là, ils sont un peu moins fouillus oui, en ce moment. Oui, alors forcément, il y a la période. On les voit moins. Cet été, on les voyait déjà beaucoup moins. Je ne suis pas la seule à le dire. Quand il y a eu le pic de canicule, d'ailleurs... on était en plein dedans. On était en plein dedans. Avec l'oiseau musique. Mais bien sûr. Et puis les fêtes Jeanne-Hachette. Oui. Où, voilà, on a pu voir sur la place Jeanne-Hachette qu'il y avait presque plus d'arbres et donc plus de zones d'ombre. Et c'est terrible parce qu'aujourd'hui, les arbres, en plus d'être bien sûr des atouts et le meilleur des remèdes pour préserver la biodiversité, sont aussi des climatiseurs naturels, avec les canicules qui sont de plus en plus nombreuses. Et quand j'ai vu donc que cet été, on avait, mais je vous cite l'exemple vraiment, mais les lycéens de Félix-Faure qui allaient se mettre à l'ombre des maréchaux parce qu'il n'y avait pas d'arbres pour se mettre à l'ombre des arbres, on se dit mais dans quel monde vit-on ? Mais véritablement. Donc oui, c'est un engagement fort qui est fait, mais la plage Jeanne-Hachette, il n'y a presque pas d'arbres. En tout cas, beaucoup moins qu'il n'y en avait avant. Mais je suis très heureuse de voir que Madame Cailleux maintenant veut en replanter après les avoir coupés. Je crois même qu'elle va finir par voter pour nous à ce rythme-là. Donc je vous le dis, je suis plutôt confiante. Alors, si je fais mon calcul, on parle d'arbres, un arbre par naissance. Tout à fait. Donc si je fais mon calcul vite fait, il y a à peu près 2500 naissances à l'année sur Beauvais. Ça fait 15 000 arbres pour un mandat. Alors un peu moins. En tout, on est à moins de 2500. On est autour de 800 naissances par an, vraiment sur Beauvais. Il y a l'agglomération, mais sur Beauvais, les Beauvaisiens. On a regardé de manière assez précise, ce qui fait environ 4000 arbres plantés. Voilà, mais c'est plutôt très positif. On est autour de 4000 arbres. S'il peut y en avoir même plus, c'est plutôt très positif. Je le dis toujours, et ça va mieux en le répétant, je pense vraiment que la période, le temps des maires bétonneurs est fini, et que c'est le temps des maires planteurs aussi, parce que c'est le sens de l'histoire. Voilà. Et enfin, dernière question que j'ai notée, le bus gratuit, actuellement, il est à 1 euro. Ça changerait beaucoup ou pas ? Bah écoutez, 30 € par mois. Déjà, c'est le prix de la facture que vous pouvez avoir, notamment par exemple sur Internet. On ne va pas prendre le bus tous les jours finalement. C'est un problème. Moi, je souhaiterais qu'il y ait plus de personnes qui puissent prendre le bus tous les jours. Le problème que nous avons, finalement. Mais bien sûr, 30 €, c'est vraiment, c'est une économie conséquente. Et puis surtout, c'est aussi le réflexe qui va avec. Moi, je vous prends 2 exemples. Celui de Compiègne et celui de Dunkerque. À Dunkerque, la gratuité des transports en commun a amené un doublement de l'utilisation. Et ça permet aussi de générer des économies, parce que bien sûr, alors nous avons un engagement fort, c'est celui que les contrôleurs puissent devenir aujourd'hui, ceux qui sont aujourd'hui des contrôleurs, puissent devenir des médiateurs pour continuer à assurer une présence humaine. Vous avez compris, c'est le maître mot de ce que nous voulons construire, et de la sécurité donc dans les bus. Mais l'objectif, c'est aussi de renforcer l'usage des transports en commun, parce que la question de l'attractivité du centre-ville et du lien, du commun entre les quartiers, c'est aussi la question de la mobilité. Et la mobilité, bien sûr, ça n'est pas que la voiture, c'est aussi tout ce qui concerne les transports en commun. Et donc, le fait de renforcer par la gratuité des transports véritablement l'usage des transports en commun, c'est extrêmement important. Et à Compiègne, vous savez, comme ça on va aborder la question de l'emploi, les entreprises ont dit que la gratuité avait été un véritable facteur d'attractivité pour elles. Moi, je vais vous dire, faut pas mentir. Quand on est dans une municipalité, quand on est maire d'une ville, nous n'avons pas les clés directement pour créer de l'emploi. Vous pouvez créer de l'emploi, mais c'est seulement de l'emploi municipal, de l'emploi public. Donc il faut le préserver. Mais vous ne pouvez pas annoncer 4000 créations d'emplois, 3000, 2000, on va pas faire la course aux chiffres finalement en termes d'effet d'annonce. Par contre, vous pouvez agir sur l'attractivité et les infrastructures. La gratuité des transports en commun et des bus, donc, en fait partie. C'est un facteur d'attractivité. Ça a été le cas à Compiègne où tout le monde est satisfait des résultats qui ont été apportés par cette mesure forte. Eh bien, très bien. Alors, pour faire très très vite, le calcul rapide, le faites pas, je l'ai fait pour vous. 30 € par mois, x 12, 360 à l'année. Voilà, ça c'est fait. Merci pour cette première partie. On passe à la deuxième avec la question des auditeurs. Pour cette deuxième partie, vous étiez nombreux à vouloir poser des questions à Roxane Lundy. Eh bien, ça tombe bien, elle est avec nous. Eh bien, on va en profiter pour lui poser. Eh bien, Roxane, voici Baptiste. Baptiste, qu'on peut aussi retrouver à la météo tous les jours. Eh bien, bonjour Baptiste. Sur Oiséo. Eh bien, aujourd'hui, il a mis sa plus belle chemise pour venir poser les questions des auditeurs. Baptiste, on va passer à la première question pour Roxane Lundy. Justement, il y a plusieurs questions qui concernent l'écologie. Super. Notamment, on en parlait tout à l'heure des arbres replantés par naissance. Vous allez les mettre où, ces arbres ?
Alors, je vais vous dire plusieurs postes tout de suite. La première chose, c'est la revégétalisation du centre-ville et du cœur de ville, avec bien sûr la place Jeanne Hachette et le parvis de la cathédrale, et une requalification du boulevard Amiot-Dainville. Je peux même vous le montrer, je ne sais pas si vous aurez l'occasion de le voir, mais nous avons fait un avant-après, je peux vous montrer, voilà, du boulevard Amiot-Dainville. Hop, je vais le montrer, peut-être qu'on verra visualiser. Mieux avec moi. Hop là, regardez. Voilà. C'est pas beau ça? C'est très beau. Là, voilà. Donc vous voyez ce qu'est concrètement une revégétalisation du cœur de ville, en sachant que cela va de pair bien sûr avec un maintien du nombre de places de stationnement. Nous en avons pris l'engagement pour continuer à permettre en cœur de ville de pouvoir se garer, ce qui est important, notamment aujourd'hui, c'est une vraie demande de la part de beaucoup qui ont du mal à se déplacer dans le centre-ville. Mais donc ce plan de revégétalisation, comme vous voyez, ça concerne bien sûr le cœur de ville, mais l'intégralité de la ville. Et donc dans nos propositions pour la biodiversité, il y a aussi la création de poumons verts et de ceintures maraîchères. Ces poumons verts sont importants en périphérie de la ville. C'est véritablement ce qu'on appelle les boucliers végétaux aujourd'hui. Vous savez, un bouclier végétal, c'est des zones avec des arbres qui sont disposés de telle manière à faire en sorte que la biodiversité puisse être la plus importante possible. Ça a un symbole fort bien sûr, mais ça a aussi une utilité puisque les arbres captent du carbone et que nous avons besoin de réduire, de nous attaquer véritablement à notre empreinte carbone. Donc ces arbres, je vous rassure, nous avons prévu de les mettre en cœur de ville, dans les quartiers, bien sûr, vous l'avez vu, plutôt que le béton, plus d'arbres, mais aussi avec un véritable poumon vert et une ceinture verte à la périphérie de la ville, tout autour de la ville. D'accord. Après, il y a une autre question. Deuxième question, j'allais y venir. Toujours question écologique sur la pollution visuelle cette fois, des enseignes lumineuses notamment. Que comptez-vous faire contre ça? Enseignes lumineuses Oui. du privé, mais aussi du public. Voilà. Alors là, très clairement, il y a une lutte contre la pollution visuelle lumineuse, et c'est lié à la pollution de manière générale, puisque les enseignes, bien sûr, polluent de manière plus générale. Nous avons pris plusieurs engagements sur le sujet. Pour ce qui est du cœur de ville, aujourd'hui, en fait, quand vous regardez, très peu de commerçants sont concernés, il n'y en a presque pas dans le cœur de ville qui sont concernés, notamment parce qu'en fait, sur l'organisation générale, nous avons déjà un règlement qui est très strict en la matière dans la ville, il faut le reconnaître. Par contre, nous avons un véritable travail à faire de manière générale de lutte contre la pollution lumineuse, y compris aux abords de la ville. Et là, j'insiste parce que c'est là qu'est la véritable problématique, notamment au niveau de l'aéroport. Vous avez quand même une pollution qui est engendrée par les vols, bien sûr, mais aussi une pollution lumineuse, une pollution sonore. Donc nous avons pris l'engagement de travailler avec un véritable plan à la réduction de la pollution lumineuse et de la pollution sonore. Et ça, je vous le dis, notre rôle en tant que politique, notre rôle de sérieuxité dans le projet qu'on propose, c'est de travailler en lien demain à la mairie avec les services techniques pour mener une véritable étude, pour voir ce que nous pouvons faire, les leviers d'action que nous pouvons avoir, parce qu'il y a des leviers sur lesquels nous pouvons agir en tant que municipalité, d'autres où nous ne pouvons pas agir. Et il faut le dire aussi quand nous ne pouvons pas. Et justement, donc là-dessus, nous ferons une étude. Sur quoi vous pouvez agir? Alors par exemple, aujourd'hui très concrètement, pour tout ce qui est bâtiment public, nous pouvons agir. Voilà. D'ailleurs, nous avons pris un engagement, notamment sur la rénovation énergétique. Je ne sais pas si on l'abordera, mais pour tout ce qui est pollution des bâtiments municipaux, nous avons des véritables passoires énergétiques, et ça c'est un vrai problème. En plus de la pollution lumineuse, de la pollution sonore aussi qui existe, notamment aux abords de certains gymnases qui sont mal isolés en l'état, qui créent des véritables problèmes de voisinage. Et donc notre grand plan de rénovation générale des bâtiments publics avec un plan de rénovation énergétique, ça a vocation aussi à faire en sorte de réduire l'empreinte de tous les bâtiments publics. Donc ça s'introduit vraiment, parce que c'est une question très précise mais qui est très légitime, mais c'est aussi dans un plan plus global. Et donc pour les bâtiments municipaux, là nous pouvons agir directement. Pour les autres, c'est un travail plus global à faire. Il faut véritablement voir quelle est la marge de manœuvre de la mairie, et il faut être honnête quand nous ne pouvons pas tout non plus sur ce sujet. J'aimerais que nous puissions plus, mais sur les différents bâtiments municipaux, vous dites que c'est des passoires. Aujourd'hui, vous feriez comment pour rénover tout ça? Avec quel budget? Alors, il faut savoir que pour la rénovation énergétique, ce sont des postes qui sont très largement subventionnés. Et ça, je réinsiste là-dessus parce que c'est très important pour comprendre y compris la manière dont on a travaillé notre projet. C'est-à-dire que nous ne faisons pas un projet avec des effets d'annonce que nous ne pourrons pas financer. L'intégralité de notre projet est demain à même à être mise en place par la municipalité. Nous le ferons dans quelques semaines quand nous serons élus, parce que nous faisons tout pour être élus. Nous serons en mesure de faire l'intégralité de ces propositions. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous avons travaillé sur l'aspect investissement et sur l'aspect coût de fonctionnement. C'est important d'entendre les deux. Aujourd'hui, il y a des investissements à faire dans la rénovation énergétique, donc notamment pour les gymnases, mais pour l'intégralité des bâtiments municipaux. Et en fait, ça va générer derrière des économies sur les coûts de fonctionnement.
Or, sur les investissements, il faut savoir que c'est très largement subventionné. Là, je peux parler en connaissance de cause, notamment sur tout ce qui a trait au sujet européen, puisque j'ai travaillé notamment pour le Parlement européen. Et donc, sur ces sujets, nous sommes très largement subventionnés, avec notamment le FEDER, la région et l'État qui subventionnent largement. C'est notamment ce qui avait permis d'obtenir des subventions sur le financement des bus électriques, par exemple, dans notre ville, avec dispositif qui s'appelle TEPCV, Territoire Énergie Positive pour la croissance verte. Donc, il faut bien entendre que pour ce qui a trait à la transition écologique, nous sommes très largement subventionnés par l'État, par l'Europe et y compris par la région. Et là, c'est aussi notre devoir à nous, quand on est responsable politique, c'est de connaître ces différents leviers, d'avoir travaillé dessus en amont dans la construction de notre projet et d'être à même demain d'aller aussi mener les batailles parfois avec l'Europe pour aller récupérer certains fonds et certains financements que nous sommes en droit de pouvoir récupérer. Il faut les connaître, on a travaillé dessus, j'ai travaillé sur beaucoup d'entre eux, donc c'est comme ça qu'on l'a construit. Vous y connaissez bien, puisque le Parlement européen, ça vous parle. Oui, a priori. Bonne blague d'ailleurs. Actuellement, non, j'ai travaillé plus, voilà. bien sûr. Eh bien, troisième question, si je n'abuse, c'est troisième. Il y en a une troisième. Voilà, oui, alors, très bien. Concernant les transports et forcément étroitement aussi à l'écologie, vous aviez évoqué la construction d'un aérotram. Oui. Et il y a un auditeur qui demande justement, est-ce que ce serait pas plus judicieux de faire construire des bus à gaz, sachant qu'on a ou une électrique. usine électrique, sachant qu'il y a une usine qui en construit sur Beauvais. Alors, les objectifs ne sont pas les mêmes, très clairement. En fait, sur notre plan de mobilité, on l'a appelé plan de la mobilité pour tous, mais c'est vraiment essentiel. On a construit tous les différents leviers de mobilité possibles. C'est pour ça qu'on a travaillé, je vous ai parlé tout à l'heure du plan 100% vélo, parce que nous avons un enjeu de développement des pistes cyclables qui aujourd'hui sont très peu sécurisées et très discontinues. Nous avons donc un enjeu en termes d'apprentissage, notamment du vélo. Nous avons proposé notamment d'avoir des draisiennes pour tous les petits Beauvaisiens pour que l'apprentissage du vélo puisse se faire et l'expérimentation de la première ligne de vélobus, de ramassage scolaire, qui permettent donc à tous les enfants d'apprendre à faire du vélo et de les utiliser demain. Donc il y a ce premier pilier. Il y a le pilier des transports en commun et des bus, qui là a un enjeu en particulier, c'est de correspondre aux besoins du quotidien, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Avec le chamboulement complet qu'on a eu et la suppression des 40 arrêts de bus, nous n'avons pas un réseau de bus qui permet véritablement à ceux qui n'ont pas la voiture de quand même se déplacer partout en ville. Donc ça, c'est le deuxième enjeu. Le troisième enjeu, c'est aussi, et là j'insiste sur ce point, c'est aussi la question de manière plus générale de l'attractivité, y compris économique et touristique. Aujourd'hui, le plateau Camargue est un endroit qui peut être parfaitement exploité pour être développé aussi pour créer de l'attractivité et du dynamisme touristique dans notre ville. Et ça, c'est essentiel, parce que la question qu'on se pose toujours et que tout le monde nous pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour que les personnes qui notamment peuvent aller à l'aéroport, qui viennent en ville, puissent rester, découvrir les richesses, notre patrimoine naturel et culturel. Aujourd'hui, cette mise en valeur du plateau Camargue, avec un aérotram qui a un attrait y compris touristique, en plus de l'usage du quotidien, qui permet de rejoindre le cœur de ville en 2 minutes quand même, eh bien, cet enjeu-là, c'est aussi le développement touristique de ce qui est une vue très intéressante, un point de vue véritablement intéressant à développer pour notre ville, à proximité de la cathédrale. Donc il peut avoir un intérêt, y compris pour les touristes, pour pouvoir les ramener en ville. Donc cet aérotram, ça a aussi une vocation touristique et de développement, en sachant que, je reprécise, mais vous pouvez voir qu'aujourd'hui, l'aérotram est considéré comme l'un des transports en commun du futur. Grenoble va avoir son aérotram très bientôt, d'ici à 2023. C'est le cas déjà de grandes villes qui en développent, parce qu'on sait que ça crée véritablement de l'intérêt. Et j'insiste sur le coût d'un projet comme celui-ci. Bien sûr, très bien, j'anticipe vos questions. Vous voyez, c'est merveilleux, on a bien travaillé. Moi j'ai vu des chiffres comme 8 millions. Tout à fait, en sachant que ça ne coûterait jamais 2 millions d'euros, pour le savoir, puisque là aussi, je vous parle d'investissement et de financement. Donc le coût brut serait entre 6 et 8 millions d'euros, selon le projet qu'on choisit à la fin. Bien sûr, tout ça se travaille, il y a des appels d'offres, etc. Mais il y a un gros enjeu à côté, qui est celui des subventions que nous allons toucher pour un projet comme celui-ci. Personne ne paye 8 millions d'euros un aérotram. C'est subventionné à plus de 70% par l'Europe et
par l'État, parce que ce sont des projets qui font partie des priorités de développement de la transition écologique. Donc ils sont très largement subventionnés, donc à la fin, un projet comme celui-ci coûterait autour de 2 millions d'euros. Pour vous donner une fourchette, non mais pour que vous puissiez... C'est pour ça. 2 millions d'euros, ça semble bien sûr énorme quand on donne les chiffres comme ça, c'est pour ça que j'insiste toujours sur le fait de réaliser combien ça vaut. Vous imaginez que c'est à peu près, c'est un peu plus de 10 fois moins le prix du théâtre. Voilà, juste pour qu'on réalise en termes d'ordre de grandeur. Donc c'est un projet qui est tout à fait réalisable, hein, qui est tout à fait sérieux. Après, mais le théâtre aussi a eu des subventions aussi. Hein. Ah oui, bien sûr. Voilà. Ah non, mais attendez, je ne reprocherai jamais de mettre 1 euro dans la culture. Voilà. Tout est dit. Donc, ma question, c'était 8 millions, c'était le prix, effectivement. Donc, c'est bon. Alors, la chose aussi qu'on aurait pu dire, qui était aussi dans la question et qu'on n'a pas dit, le fait de pouvoir faire plus de bus permettrait aussi de générer de l'emploi, finalement, et donc des commandes. Mais bien sûr. Et vous savez, on a des propositions fortes en matière d'emploi sur ce sur quoi on peut agir. Voilà, comme je vous l'ai dit. Et alors, pour vous donner une idée, parce qu'elle est intéressante aussi sur la question sur le local, la question sur les bus électriques, voilà. Ça a trait aussi à ce qui est du local. Donc, je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Mais nous avons une proposition forte qui est de favoriser le Made in Beauvaisis. C'est-à-dire que nous puissions dans chaque marché public donner la priorité avec des critères qu'on appelle d'éco-conditionnalité, voilà, donner la petite instant technique, mais donner la priorité au local pour valoriser notre fleuron local. Nous avons un fleuron industriel qu'il faut accompagner, qu'il faut aider et rendre attractif, et y compris pour ne serait-ce que l'exemple de l'univers du livre, j'en parle parce que c'est un sujet qui est intéressant, c'est le désengagement de la mairie des appels d'offres qui étaient jusqu'ici fait pour les achats dans les médiathèques et pour les écoles à l'univers du livre, c'est le désengagement de la mairie qui est à l'origine de la fermeture de l'univers du livre et toutes les conséquences qu'on connaît pour le cœur de ville et pour le centre-ville. Donc cette idée de valoriser le Made in Beauvaisis, c'est aussi l'idée de favoriser le local. Et des infrastructures telles que la gratuité des transports en commun, c'est aussi et toujours favoriser le local et l'attractivité. C'est le sens de l'histoire, c'est le sens d'un point de vue écologique, et puis c'est le bon sens que de faire en sorte que les entreprises qui font le choix de s'implanter ici, qui créent de l'emploi local ici et qui ne vont pas délocaliser à tout va, soient plus aidées, plus valorisées et plus accompagnées par la municipalité que des entreprises qui ne le font pas. Très bien, merci pour cette réponse. Merci à vous. Qui n'y a rien à dire, j'ai plus de questions. C'est bon, très bien. J'imagine qu'il y en a d'autres. On passe à la suivante. Alors, une question santé. On n'en parle plus que jamais. Oui, bien sûr. Que comptez-vous faire pour l'hôpital de Beauvais si vous êtes élu pour aider le personnel médical ? Alors, la première chose, c'est de les soutenir. Mais je le dis avec conviction, je ne comprends pas le mutisme et l'absence de prise de position de Madame Cayeux aujourd'hui vis-à-vis des personnels hospitaliers qui sont en grève illimitée depuis des mois. Nous avons une situation gravissime dans les hôpitaux. Les personnels soignants sont toutes et tous mobilisés en disant qu'ils n'y arrivent plus, qu'ils ne s'en sortent plus. Nous n'avons pas eu un mot de la maire pour ne serait-ce qu'exprimer un soutien à ces personnels soignants qui sont encore aujourd'hui très largement mobilisés parce que quand nous avons besoin d'eux, ils se mobilisent et nous sommes dans un contexte qui est bien sûr un contexte très difficile avec des inquiétudes qui sont suscitées par le coronavirus et moi je tiens à rappeler mon engagement total et mon admiration totale pour les personnels soignants qui aujourd'hui sont mobilisés et aussi le dire dénoncer la politique du gouvernement parce que je considère qu'au niveau local, nous avons aussi une bataille à mener pour défendre localement les personnels soignants qui sont victimes des politiques du gouvernement en disant que aujourd'hui, il faut que le gouvernement bouge sur cette question et mette les moyens dans l'hôpital. Vous vous rendez compte, on a un sujet de santé gravissime, un risque de pandémie et nous avons un gouvernement qui n'a pas pris la mesure de la chose de toute évidence puisqu'il n'investit pas, il ne met pas les moyens dans l'hôpital. Donc, il faut pas faire d'économies quand ça a trait à notre santé, quand ça a trait au personnel soignant. Donc la première chose que je ferai, c'est déjà de les soutenir autant que je peux, dans les paroles, dans les actes, et ensuite de mener la bataille, y compris avec le gouvernement, pour faire en sorte qu'il y ait des moyens. Mais c'est pas que du local là, mais c'est aussi une bataille qui se mène avec le gouvernement que je ne soutiens pas personnellement et qui soutient Madame Cayeux localement.
Je reviens juste sur une chose, risque de pandémie, je pense qu'on y est Oui, dans la sûr. pandémie. Voilà. Il faut, il faut mesurer. On attend bien sûr, heure après heure, la petite différence entre la pandémie, les avancées. C'est que ça va sur plusieurs continents. Voilà. On attend les avancées en fait, de la préfecture qui nous tient au courant régulièrement. Je pense qu'il est important qu'en toute transparence, on soit tenu informé de l'évolution de la situation, en gardant son sang-froid autant que possible et en travaillant sur les solutions apportées, bien sûr. Eh bien, l'avant-dernière question, on arrive à bientôt à la fin. L'avant-dernière question, alors apparemment, il y a un Beauvaisien qui vous connaît bien, puisqu'il sait que vous êtes sur Beauvais que depuis 2019. Oui. Et il se demande comment vous pouvez connaître aussi bien les Beauvaisiens en si peu de temps. Eh bien, je suis honorée de voir qu'il considère que je considère... La question, c'est comment pouvez-vous critiquer le mandat de Caroline Cayeux et prétendre connaître les Beauvaisiens alors que vous êtes sur Beauvais que depuis 2019 ? Eh bien, écoutez, je vais vous dire une chose. Allez demander aux Beauvaisiennes et aux Beauvaisiens s'ils me croisent pas tous les jours, maintenant. Si tous les jours, je suis pas à l'écoute sur le terrain pour essayer de faire avancer les choses, pour essayer de me mobiliser. Le projet qu'on propose, c'est un projet qui a été co-construit à partir des problématiques du quotidien. Donc, allez demander à tous celles et ceux qui me font confiance pourquoi ils me font confiance, et je crois que vous trouverez les réponses, y compris dans notre projet, avec des préoccupations qui sont au plus près des besoins du quotidien. C'est l'une des critiques que vous avez le plus souvent, ça, le fait que vous êtes arrivé depuis un an. Écoutez. Et j'ai vu aussi par rapport donc à ça et par rapport à parce que vous êtes jeune aussi. Bon, je ne vais pas dire votre âge parce que ça. Vous pouvez, je ne cache pas. Non mais femme. Je pense que c'est les critiques que vous avez eu le plus souvent, non, Et je vais vous dire de manière plus générale. Oui, je suis une jeune femme et j'assume parfaitement d'être une jeune femme, et je pense que justement, nous sommes trop peu nombreuses aujourd'hui à nous engager, et que si je peux permettre à des femmes qui jusqu'ici n'osaient pas s'engager en politique et à des jeunes qui ne croyaient plus en la politique de revenir vers la politique et d'y croire et de refaire confiance, eh bien j'en suis très heureuse parce que c'est le cœur de mon combat politique. De manière plus générale, sur la question des compétences, je vous laisse juger. Je laisse les Beauvaisiennes et les Beauvaisiens juger. Ils jugeront. Il y a les élections qui arrivent dans quelques semaines. Au quotidien, dans les réunions d'appartement, dans les rencontres, dans les rendez-vous publics. Et d'ailleurs, j'invite un maximum de Beauvaisiennes et de Beauvaisiens à venir à nos rendez-vous publics qui donc se tiennent jour après jour presque. Il nous en reste 7. Le premier était à Voisin-Lieu avant-hier. Il y avait un monde fou. Les questions étaient des questions sérieuses, concrètes. Je crois y avoir répondu et avoir montré que les compétences, nous avions une équipe qui les avait, que j'étais prête à être maire de Beauvais. Et qu'en plus j'étais entourée par une équipe qui non seulement me faisait confiance, mais qui était déterminée, elle aussi, à être demain une équipe de conseillers municipaux de qualité pour la ville. Donc ça va au niveau candidate, on a ce qu'il faut quand même pour la mairie de Beauvais. Oui, mais alors... 4 femmes contre un homme. Et d'ailleurs, j'aimerais que ce soit le cas dans plus d'endroits, oui, parce que quand on regarde les chiffres encore, il y a du travail. On va passer à la dernière question très vite. La dernière question, c'est sur les réseaux sociaux, vous vous attaquez plus à la politique de Caroline Cayeux plutôt que de mettre en avant votre programme municipal. Un grand homme de gauche, François Mitterrand, a dit « Lorsqu'on s'attarde à critiquer le programme de son adversaire, c'est que l'on ne croit pas à son projet. » Donc la question est, croyez-vous en votre projet ? Alors déjà, j'aime les questions qui commencent en citant Mitterrand, de manière générale, très fortaise. C'était lors de son élection en 81. Tout à fait. Si je ne me trompe pas. Tout à fait. Je vais vous dire une chose. Il est normal que je parle du bilan de Madame Cayeux. Beaucoup de Beauvaisiennes et de Beauvaisiens viennent me voir pour la co-construction de ce projet et pour créer une dynamique, pour créer une alternative parce qu'ils sont déçus ou parce qu'ils ont une envie de renouvellement. Il est normal que je parle aujourd'hui du bilan de Madame Cayeux, déjà parce qu'elle ne vient pas le faire elle-même dans un débat comme celui de France 3 Picardie. J'aurais aimé qu'elle vienne défendre son bilan humblement, véritablement humblement, tout simplement dans un débat démocratique pour pouvoir discuter du fond des projets des uns et des autres et défendre ce qu'elle considère comme étant un bon bilan. Je n'en doute pas de son côté. J'ai un désaccord politique. Je ne suis pas la seule à le faire, puisque la majorité des Beauvaisiennes et des Beauvaisiens étaient opposés au jeu de paume. Aujourd'hui, le nombre de personnes qui nous parlent des conséquences notamment du jeu de paume pour notre cœur de ville, vous seriez impressionnés. Mais nous sommes à l'écoute au quotidien et il y a beaucoup de déceptions. Donc je me dois aussi d'apporter aujourd'hui des réponses à ces déceptions. Et je crois que c'est la moindre des choses, cette envie de renouvellement, cette confiance qui est faite par celles et ceux qui ont envie de changement, qui ont envie de tourner la page des années de Madame Cayeux. Il est normal que j'y réponde, que j'explique en quoi mon projet est différent du sien.
Je pense que c'est la moindre des choses. Après, des propositions, nous en avons. Je vous invite vraiment à regarder notre pacte pour l'avenir de Beauvais. Nos propositions, elles parlent du projet que nous voulons construire. Elles parlent pas du passé. Elles parlent pas d'hier. Alors c'est normal, l'homme qui ne connaît pas son passé est condamné à le revivre, l'homme qui ne connaît pas l'histoire. Donc c'est normal aussi qu'on s'appuie sur ce qui a existé, sur toutes ces années de construction, y compris parce que il y aura des choses à continuer demain. Et que, en toute sérieuxité, étant maire de Beauvais, quand je serai maire de Beauvais, eh bien, je travaillerai aussi avec des équipes qui ont travaillé avec Madame Cayeux. Donc, la moindre des choses, c'est aussi, tout simplement, de proposer un chemin alternatif, une alternative crédible, qui soit capable, donc, de l'abattre. Et il est normal que je parle du bilan de Madame Cayeux. C'est la moindre des choses, il me semble. Ça ne m'empêche pas de parler de l'avenir, je crois même que c'est le nom de notre liste. Beauvais, osons l'avenir. Voilà. Après, sur les réseaux, j'ai vu des choses, alors... Moi, je vous dis ce que j'ai vu, hein, voilà. Par exemple, critiquer la ville de Beauvais pour les détritus, entre autres. Est-ce que c'est vraiment la municipalité qui en est responsable, ou plutôt le citoyen qui ne fait pas en sorte de mettre tout simplement à la poubelle, quoi? Alors là, très clairement, ça n'est pas moi. Je n'ai jamais parlé aujourd'hui de la question des détritus. J'ai vu sur voilà. Non, mais c'est pour ça. Il y a que les Beauvaisiennes et les Beauvaisiens s'expriment pour parler des problématiques qu'ils rencontrent au quotidien, des problèmes, des détritus qui peuvent croiser. Mais écoutez, c'est la libre parole, la libre expression encore. Moi, j'ai un propos qui me semble est un propos très politique, très sérieux sur ce qu'on peut proposer ou non. Alors oui, il y a un enjeu sur la propreté. Moi, je peux en parler. Aujourd'hui, la voirie. Parlons-en de la propreté de la voirie. La baisse du budget consacré à la voirie de 5 millions d'euros, qui fait qu'aujourd'hui, dans les 3/4 des rues de notre ville, on a une voirie qui est complètement défoncée. Il faut aussi entendre ça. Il faut aussi être sérieux, et être sérieux, c'est avoir des projets structurants pour la ville, mais c'est aussi répondre aux problématiques du quotidien. Et quand il y a des personnes qui m'expliquent qu'en fait, au quotidien, c'est devenu pénible pour elles, parce que oui, l'état de la voirie fait qu'elles ont des nids de poules dans leur rue, ben oui, c'est aussi des choses auxquelles il faut répondre aujourd'hui. Voilà, donc ça me semble absolument essentiel. Eh bien, merci beaucoup, Roxane. Merci à vous. On va passer à la 3e partie. Allez, on arrive pour cette dernière partie, toujours avec Roxane Lundy. Cette dernière partie, c'est les questions des adversaires. Allez, on va pouvoir commencer. Et on va commencer par la première question. C'est la question de René Potchovic. Alors, Madame René Potchovic vous demande: votre liste se réclame explicitement de l'union de la gauche et a dans ses rangs au moins un candidat qui flirte ouvertement avec La République En Marche. Qu'est-ce qui distingue votre politique ? Alors, je suis une femme de conviction. J'ai une équipe de gens de conviction, et je crois que c'est très important avoir des convictions, des valeurs, c'est ma boussole au quotidien. Et donc j'ai pris position très clairement sur une opposition au gouvernement d'Emmanuel Macron, tel point que nous sommes mobilisés, nous nous retrouvons d'ailleurs dans les mobilisations sociales, dans la lutte notamment contre la réforme des retraites, qui est une réforme injuste qui va précariser un peu plus au quotidien des personnes qui sont déjà dans des situations précaires et qui fait peser de gros doutes, notamment de la jeunesse, sur l'avenir. Donc très clair dans l'opposition à Emmanuel Macron, je pense qu'il n'y a pas de doute à avoir, et c'est aussi pour ça que nous avons cette grande union de la gauche et des écologistes. Nous avons fait un grand meeting à Coubertin pour lutter contre la réforme des retraites promise par Emmanuel Macron, et pour nous y opposer clairement. Nous sommes clairement dans les manifestations, nous avons pris position clairement, et je vais vous dire, on est l'une des seules villes de France qui en plus est crédible dans cette opposition à la liste de Madame Cayeux soutenue par La République En Marche et par Emmanuel Macron, puisque nous avons fait l'union de toutes les forces de gauche et écologistes. Toutes, sans exception. Et c'est une fierté que nous avons, sur les convictions en particulier. Je me permettrais juste de dire, à part, comme René Potchovic, c'est la lutte ouvrière. Lutte ouvrière, voilà, c'est normal. Juste ça. Et c'est le respect de la démocratie de s'assurer que tous les partis puissent être représentés. Mais c'est aussi une fierté que nous avons que d'avoir fait cette union totale de tous les partis de la gauche et des écologistes, parce que nous sommes en mesure de l'emporter, et dans la clarté absolue à l'opposition à la politique menée par Emmanuel Macron, qui est une politique injuste. Eh bien, question de Philippe Enjolras. J'ai eu du mal. Enjolras. Alors, question toute simple de Monsieur Enjolras. Pourquoi vouloir être maire de Beauvais ? Je crois que toute cette émission, tout l'objectif de cette émission, c'est d'y répondre à cette question. Pourquoi être maire de Beauvais ? Parce qu'aujourd'hui,
il y a beaucoup d'attentes. Nous pouvons faire autrement. Voilà, nous pouvons transformer Beauvais sur les besoins du quotidien, sur la présence humaine, sur le renforcement de ces 3 piliers essentiels que sont la transition écologique et solidaire, le dynamisme et la dignité des Beauvaisiennes et des Beauvaisiens, et puis bien sûr la démocratie retrouvée, parce qu'on a très peu parlé de démocratie, mais que c'est aussi une grande demande qui nous est faite, le fait d'avoir de nouveau un maire qui soit un maire à l'écoute. Je veux être en tout cas une maire qui consulte, qui est à l'écoute, qui croit au dialogue et qui fait de ses convictions qui sont les miennes des priorités, à savoir la transition écologique, le dynamisme, et bien sûr le dynamisme retrouvé. C'est pour ça que je m'engage, c'est pour ça que l'équipe s'engage, et non seulement je veux être maire de Beauvais, mais en plus nous sommes prêts à être une équipe municipale, et je suis prête à être maire de Beauvais. Donc vous êtes arrivé en 2019, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de secret. Alors pourquoi avoir choisi Beauvais ? Parce que c'est la ville où je vis, c'est la ville que j'aime. Enfin, j'ai choisi de vivre comme beaucoup de Beauvaisiennes et de Beauvaisiens qui sont pas nés dans cette ville. J'ai fait le choix de vivre dans cette ville parce que c'est une ville que j'aime. Vous étiez où avant ? Je suis passionnée. Ah ben j'ai vécu. Vous l'avez dit. Non, mais vous l'avez très bien dit. Je travaillais au Parlement européen. J'étais à Bruxelles. Je vivais à Bruxelles parce que je travaillais au Parlement européen, naturellement, y compris du fait d'histoire familiale et voilà, bon, d'histoire familiale et personnelle. Voilà, j'ai fait le choix de Beauvais, et c'est une ville où j'ai envie de vivre. Voilà, très bien. Tout simplement. Il vaut mieux d'ailleurs, quand vous voulez être maire d'une ville, beaucoup l'aimer. Il vaut mieux parce que c'est un engagement de chacun. On continue avec une question du Rassemblement National, Claire Marais-Beuil, excusez-moi. Alors, nous découvrons un catalogue sans fin de propositions. Comment allez-vous financer tout cela ? D'autant que dans le cadre de la signature Ville-État, la section fonctionnement ne peut augmenter que de 1,2%. Alors déjà, c'est très beau d'avoir un adversaire qui trouve que votre projet est trop complet. Donc je m'en excuse presque. En effet, nous avons un projet qui est très complet, beaucoup de propositions. Et donc, nous sommes sérieux, je vous l'ai dit, sur le financement et très au clair. Alors, ce que dit Madame Beuil, c'est que aujourd'hui, en effet, Beauvais est lié par un contrat avec le gouvernement à une politique d'austérité. Voilà, je la condamne, cette politique d'austérité. Donc là, je m'engage aussi à mener la bataille, y compris localement, de faire un îlot de résistance à cette politique d'austérité qui est imposée un peu partout, mais à me battre pour que nous puissions avoir les moyens localement d'agir. Parce que c'est aussi ça le problème. Je ne sais pas si vous avez suivi les dernières actualités, mais le gouvernement qui coupe jour après jour les moyens des collectivités, qui finalement œuvre pour le quotidien, pour les besoins du quotidien. Et d'ailleurs, ça n'est pas anodin si aujourd'hui les maires et l'échelon municipal est l'échelon le plus respecté et qui crée le plus d'enthousiasme au niveau local pour les citoyennes et les citoyens. Donc on se battra contre ces politiques d'austérité. Moi, je me battrai. Et par contre, en plus de cela, nous avons un programme dont je vous ai déjà dit tout à l'heure qu'il était financé très sérieusement. D'abord parce que nous avons mesuré la part d'investissement et la part de coûts de fonctionnement, et que le meilleur moyen de réduire les coûts de fonctionnement, comme cela semble intéresser mon adversaire, eh bien, c'est de faire des économies en investissement, notamment en allant réduire concrètement les dépenses énergétiques dans l'intégralité des bâtiments municipaux. Ce sont des dépenses qui sont inutiles. Je vais vous en donner une autre de dépenses inutiles, le stationnement payant. Savez-vous que nous payons 168 000 € par an de stationnement payant, parce que l'installation de ce stationnement payant s'est faite donc dans des conditions qui ont ensuite été modifiées, donc nous payons 168 000 € par an. Donc nous payons doublement, et même si vous n'allez pas vous garer en centre-ville parce que vous en avez marre du stationnement payant, vous payez. Donc c'est une mauvaise gestion publique que nous avons des finances aujourd'hui. Moi je suis très sérieuse, très rigoureuse en la matière, ça me tient à cœur, et donc nous avons fait un catalogue qui n'est pas un catalogue de promesses, qui est un catalogue de propositions que nous mettrons en œuvre demain quand nous aurons emporté, si les Beauvaisiennes et les Beauvaisiens nous font confiance, ce que nous souhaitons bien sûr. J'en profite pour dire que pour la gestion municipale et notamment des finances, je vous invite à regarder comment ça se passe dans les mairies qui peuvent être gérées par le Front National, comme à Hénin-Beaumont ou à Béziers. Voilà. Aujourd'hui, si vous êtes élu maire, vous ne vendrez pas du tout de bâtiments de la ville, quoi. Ah non, non, y a rien. La question ne se pose pas du tout. Pas du tout. Okay. Pas du tout. Bon. Dernière question donc de la divers droite, Madame Caroline Cayeux. Alors, depuis 2009, la ville de Beauvais n'a pas augmenté le taux communal des impôts locaux. Cet engagement illustre sa volonté forte de maintenir le pouvoir d'achat des Beauvaisiens en limitant le poids de la fiscalité locale sur le budget des ménages.
L'équipe Beauvais et vous s'engage de nouveau à ne pas augmenter le taux communal des impôts locaux pour toute la durée du prochain mandat. Pouvez-vous vous engager auprès des Beauvaisiens à maintenir le taux communal actuel des impôts locaux pour toute la durée de votre mandat ? Alors c'est une bonne question de Madame Cailleux, qui n'est pas que d'hiver droite, qui est aussi soutenue par La République En Marche. C'est toujours bon de le préciser. Nous, il n'y a pas de logo caché, je le reprécise. Et bon, écoutez, très concrètement, Madame Cailleux semble dire qu'elle n'a pas augmenté les impôts locaux. Je suis ravie de le découvrir parce que les Beauvaisiennes et les Beauvaisiens n'ont pas ce sentiment. Non, mais parce que la taxe poubelle, qui a quand même été l'objet d'une mobilisation très large, avec quand même plus de 70 € d'augmentation presque pour les Beauvaisiennes et les Beauvaisiens, c'est très concret. C'est une augmentation, concrètement. Je vais vous donner un deuxième exemple contre lequel la gauche et les écologistes se sont mobilisés et sur lesquels nous proposons de revenir. C'est la hausse des tarifs de cantine. 700 € d'augmentation en moyenne sur les tarifs de cantine pour une famille dont les 2 parents sont au SMIC. Donc, Madame Cailleux peut toujours dire qu'elle a eu une gestion sans augmenter les impôts. Ça n'est pas vrai, parce qu'en fait, comme d'habitude, derrière, de manière déguisée, on nous rajoute en fait des atteintes faites à notre pouvoir d'achat. Donc non, ça n'est pas vrai de dire qu'il y a eu une gestion sans augmentation des tarifs et des impôts pour les Beauvaisiennes et les Beauvaisiens. En revanche, nous prenons un engagement, je l'ai fait, celui de ne pas les augmenter. Je l'ai mis, il est au cœur de ce pacte pour l'avenir, tout simplement parce que je pense qu'aujourd'hui, la question du pouvoir de vivre est une question centrale et que nous ne pouvons pas toujours gréver sur la dignité sans prendre à ce qui concerne en fait nos conditions de vie au quotidien et que le pouvoir de vivre est essentiel. Par contre, nous annulerons la hausse des tarifs de cantine qui ont été mises en œuvre par Madame Cailleux, mais je crois qu'elle est d'accord avec nous sur ce point maintenant. Vous voyez, je vous ai dit, on n'arrête pas de la convaincre sur pas mal de sujets. Je pense vraiment qu'elle va finir par mettre un bulletin pour moi à la fin de ces élections, le jour J. Alors, j'ai une bonne nouvelle d'abord pour les Beauvaisiens, hein. Donc il n'y aura pas d'augmentation durant le mandat pour n'importe quel candidat. Donc, eh bien, soyez rassurés. Voilà. Eh bien, on arrive au terme de cette rencontre entre Oiseo et Roxane Lundy, et puis bien sûr nos internautes et nos auditeurs. Merci encore à vous, merci à Roxane Lundy, d'avoir accepté notre invitation et puis d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci beaucoup, merci à vous. Allez, tout de suite, on passe à une autre candidate. C'est sur Oiseo.